Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette première édition de l'année 2014 de 24 heures Sénat. La séance, alors les travaux parlementaires ont repris ce matin avec une séance de questions orales, mais ce qui va occuper les sénateurs cet après-midi, c'est un débat sur l'organisation décentralisée de la République, débat que vous allez pouvoir suivre dans un instant sur notre antenne. À 18h15, preuve par 3, l'émission politique de la rédaction de Public Sénat fait sa rentrée avec comme invité Jean-Vincent Placé, le président du groupe écologiste du Sénat. Et on se retrouve à 19h pour 24 heures Sénat. Le journal, mais je vous le disais, on va prendre tout de suite la direction de l'hémicycle pour suivre cette séance consacrée à l'organisation décentralisée de la République. Et vous allez le voir, le début a été plutôt mouvementé avec ce rappel au règlement d'Éliane Assassi, la présidente du groupe communiste ici au Sénat. Elle critique le recours aux ordonnances souhaitées par François Hollande. Je vous propose de l'écouter et on se retrouve à 19h. Chers collègues, la séance est reprise. Je suis saisi tout d'abord d'une demande de rappel au règlement de Madame la Présidente Assassi, à qui je donne la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Mon intervention se fonde sur l'article 36 de notre règlement. Donc, vous le savez, le Président de la République vient de demander au gouvernement de légiférer plus souvent par ordonnance ou par décret pour accélérer encore le vote des lois et raccourcir de facto le débat parlementaire. Cette injonction du chef de l'État suscite beaucoup d'interrogations et interpelle tout particulièrement celles et ceux qui estiment que le débat démocratique est un facteur d'efficacité et de qualité et non pas un frein. François Hollande entend ainsi utiliser pleinement les dispositions de la Constitution de la Ve République qui ont entraîné un déséquilibre institutionnel au profit de l'exécutif et au détriment du pouvoir législatif. Même si François Mitterrand, en son temps, avait renoncé aux véhémentes critiques du coup d'État permanent, il avait maintenu son opposition à la pratique des ordonnances, puisque, rappelez-vous, il avait même refusé de signer celle préparée par son Premier ministre, Jacques Chirac, et alors votée par le Parlement. François Hollande lui-même, dans l'opposition, avait vertement critiqué l'utilisation de cette procédure qui, rappelons-le, court-circuite radicalement le Parlement en retirant de fait le droit d'amendement, puisque le Parlement se dessaisit expressément de son pouvoir législatif au profit du gouvernement. Alors je tiens en ce début d'année à le signifier très clairement, un président de gauche n'a pas été élu pour restreindre les droits du Parlement. La restauration des droits du Parlement figurait même en bonne place dans les propositions du candidat François Hollande. Comme malheureusement sur d'autres points, un fossé se creuse entre ce qui était promis et ce qui est mis en œuvre. Depuis le début de la législature, nous avons noté un manque patent du respect du Parlement, procédures accélérées, multipliées et utilisation abusive et nombreuse du vote bloqué, et même la mise en œuvre de secondes délibérations généralisées au Sénat, annihilant les débats sénatoriaux, parfois de plusieurs jours, comme sur les lois de finances et de financement de la sécurité sociale. À cela s'ajoute un ordre du jour pléthorique qui ne permet pas un travail sérieux, ce qui se retrouve d'ailleurs dans les remarques formulées par le président du Conseil constitutionnel. Je vous demande donc solennellement, Monsieur le Président du Sénat, de rappeler au gouvernement et à la présidence de la République que le pouvoir législatif doit être pleinement respecté dans la démocratie. Mais nous nous approchons là dangereusement depuis plusieurs années d'une ligne rouge, au-delà de laquelle la démocratie parlementaire devient virtuelle. Quant aux sénatrices et aux sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen que j'ai l'honneur de présider, ils posent cette question simple à M. Hollande. Un Parlement respecté est-il un atout pour la démocratie ou une entrave? Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente. Acte est donné de votre rappel au règlement. Je transmettrai votre message. Mes chers collègues, j'ai reçu une lettre de M. Marc Massion, par laquelle il se démettait de son mandat de sénateur de la Seine-Maritime à compter du mardi 31 décembre 2013 à minuit. En application de l'article LO 320 du Code électoral, il est remplacé par M. Didier Marie, dont le mandat de sénateur de la Seine-Maritime a donc commencé le mercredi 1er janvier 2014 à 0h. Au nom du Sénat tout entier, nous lui dirons de vive voix, je lui souhaite la plus cordiale bienvenue. J'ai par ailleurs reçu une lettre de M. Louis-Constant Fleming, par laquelle il se démettait de son mandat de sénateur de Saint-Martin à compter du 31 décembre 2013 à minuit.
À la suite de la cessation du mandat de M. Louis-Constant Fleming, donc sénateur de Saint-Martin, le siège détenu par ce dernier est devenu vacant et sera pourvu, selon les termes toujours de l'article 322 du Code électoral, lors du prochain renouvellement partiel du Sénat, donc en septembre qui vient. Mes chers collègues, l'ordre du jour appelle le débat sur les conclusions de la mission commune d'information sur l'organisation décentralisée de la République, demande de la mission commune d'information. Mais, Madame la Ministre, mes chers collègues, si vous le permettez, et même si j'aurai le plaisir de vous présenter mes vœux la semaine prochaine, je souhaite d'ores et déjà à chacune et chacun d'entre vous souhaiter une très bonne année. Nous commençons cette première séance, donc 2014, par un débat qui nous concerne directement, celui de l'organisation décentralisée de notre République. Nous allons donc débattre de sujets qui sont au cœur des préoccupations ici au Sénat et qui sont aussi des questions essentielles pour notre pays. Nous l'avons à l'esprit, 2013 a été une année parlementaire largement consacrée à l'organisation des collectivités territoriales. Nos travaux se sont d'ailleurs achevés le 19 décembre par l'adoption des conclusions modifiées de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la modernisation de l'action publique, l'affirmation des métropoles. Et puisqu'ils sont là, je tiens à saluer le rapporteur de ce texte, notre collègue René Vandierendonck, le président de la commission des lois, Jean-Pierre Sueur, ainsi que Claude Dillin, Jean-Jacques Filleul et Jean Germain, rapporteurs pour avis. Nous avons également examiné en 2013 2 propositions de loi qui ont vocation à faciliter l'action locale. La première, vous en souvenez, relative à la création du Conseil national d'évaluation des normes, qui a été adoptée définitivement et à l'unanimité le 7 octobre. La seconde, qui porte sur les conditions d'exercice des mandats locaux. Nous la discuterons en deuxième lecture le 22 janvier. Enfin, et j'en viens au débat de cet après-midi, notre Assemblée a approfondi sa réflexion sur l'organisation territoriale de notre pays grâce aux travaux de la mission commune d'information qu'a présidé, et je veux le saluer, Monsieur le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, et dont Yves Crattinger a été le rapporteur engagé et efficace. Ces travaux constituent donc un apport supplémentaire de notre Assemblée en matière de décentralisation. La délégation chargée des collectivités territoriales en a été, si je puis dire, le creuset à l'initiative de sa présidente, Jacqueline Gourault, que je veux excuser cet après-midi, avec le concours actif de nos collègues Edmond Hervé, Claude Belot, Claude Jeannereau et Jean-Claude Perronnet, qui s'exprimera tout à l'heure. Avec ce débat, messieurs et chers collègues, mesdames et messieurs et chers collègues, sur les conclusions de la mission commune d'information, c'est donc une nouvelle étape qui s'ouvre et c'est donc bien sous de nouveaux auspices que nous commençons cette nouvelle année. Je m'en réjouis, je passe la parole à Jean-Pierre Raffarin, président de la mission commune d'information sur l'avenir de l'organisation décentralisée de la République. Merci, Monsieur le Président, et merci à vous de présider personnellement cette séance de la Haute Assemblée sur ce qui peut être considéré comme notre cœur du métier. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, en effet, la décentralisation a toujours été un grand projet politique pour nous, sénateurs, mais aussi pour tous ceux qui ont la vision d'une République qui veut rester en phase, en proximité avec le citoyen. Il ne s'agit pas pour nous de réfléchir au pouvoir des élus. Il s'agit avant tout de voir la place du citoyen et l'efficacité de la décision publique. L'œuvre de décentralisation qui, depuis de nombreuses années, est accomplie est une œuvre qui vise à rapprocher la décision du citoyen et à faire en sorte que cette proximité soit source de légitimité. C'est pour ça que la décentralisation n'est pas un sujet technique. La décentralisation est une ambition politique, c'est une ambition dans la République
qui fait en sorte que les pouvoirs sont au plus près du citoyen et le citoyen ainsi apporte sa part de responsabilité dans le processus de décision. À toutes les grandes étapes de notre République, depuis la Révolution française, et qu'on se souvienne du programme de Nancy, qu'on se souvienne de toutes les étapes dans la République où on a fait des efforts pour faire en sorte que la France vive dans ses institutions au plus près du citoyen, on voit que, je pense à la République moderne de Mendès France, je pense à toutes les grandes orientations qui ont pu être engagées, y compris par le général de Gaulle qui avait vu la dimension régionale, et tous les présidents de la Ve République qui, dans leur action, ont tous engagé une action pour la décentralisation. Avec plus ou moins d'enthousiasme, c'est vrai. Mais tous ont marqué cette exigence de faire en sorte que nos institutions restent accrochées au terrain et que la proximité dans la République soit une valeur. Au cours de ces 20 dernières années, sous la Ve République, des étapes considérables ont été franchies. L'acte 1 de la décentralisation a été un changement fondamental de l'organisation des pouvoirs dans notre République. On a vu ainsi une transformation radicale se développer. Et pour tous ceux qui vivent comme les sénateurs la vie territoriale, on mesure combien les responsabilités ont changé sur le terrain, combien le rôle du préfet a été modifié. Alors qu'il décidait de tout, il est devenu un metteur ensemble. Et maintenant, on voit combien la situation dans l'éducation a été modifiée par les collèges sous la responsabilité des départements, les lycées sous la responsabilité des régions. On a vu se transformer, avec des prises de responsabilité, avec du courage assumé, la vie de nos territoires. Il y a eu un acte 2 qui a prolongé, qui a développé un certain nombre d'initiatives pour faire en sorte qu'on aille plus loin que le personnel de l'éducation. Non seulement on transférait des compétences, mais on transférait maintenant les moyens de la décentralisation. Et on a continué dans cette direction. On a procédé à des étapes considérables, y compris pour notre Haute Assemblée, qui maintenant, pour tous les textes qui concernent notre organisation territoriale, est saisie en premier. On a créé ce concept de chef de file, on a créé dans la Constitution des principes nouveaux qu'on a repris et développés. Je pense à la subsidiarité, notre article 72, la constitutionnalisation de la libre administration. Dans cette Ve République, on a fait des étapes considérables et je salue tous ceux qui ont pu engager ces réformes, notamment avec l'acte 1. Je pense à notre ancien collègue Pierre Mauroy qui nous a quittés l'année dernière et bien d'autres responsables qui avaient agi sous l'autorité du président Mitterrand et qui l'ont fait pour l'acte 2 sous l'autorité du président Chirac. Et puis, cette grande crise de 2008 a provoqué un coup d'arrêt à ces processus d'une certaine manière. On a vu tous les pays du monde, d'ailleurs, face à la crise, engager des programmes de relance. Ça a été vrai en France, mais ça a été vrai en Chine, ça a été vrai au Brésil, ça a été vrai aux États-Unis. Et tous ces programmes ont toujours été très centralisés. Les équipes présidentielles, les structures les plus au sommet de chaque État ont pris en main ce concept de relance et ont centralisé la lutte contre la crise. Et dans la crise, les cabines centrales du pouvoir ont cherché à rassembler les manettes pour pouvoir agir et se battre contre la crise. En France, on a même été particulièrement zélés puisque nous avons fait un grand emprunt pour faire des investissements d'avenir, aussi de manière assez centralisée. Il fallait investir, il fallait faire des investissements d'avenir, mais ceci a été fait de manière centralisée par rapport à tout ce qui avait été développé dans le passé par les voies de la contractualisation. Mais la crise a imposé partout cette nécessaire lutte organisée avec une vision centrale qui s'est imposée.
Et puis, naturellement, avec la crise est arrivée la nécessité de la rationalisation budgétaire. Et il a fallu faire des efforts, faire des coupures et faire en sorte que l'organisation des pouvoirs soit la moins coûteuse possible. Et a commencé à voir apparaître les idées comme quoi les collectivités territoriales dans notre pays n'étaient peut-être pas assez rigoureuses et qu'il fallait essayer, là aussi, d'aller chercher l'argent dont la République avait globalement besoin. Et donc, dans ce contexte, on a vu, à partir de 2008, partout, notamment en Europe, cette idée que la décentralisation coûtait cher et que finalement, pour lutter contre la crise, il valait mieux centraliser. Et finalement, on a quelque peu reculé par rapport à un processus d'avancée qui s'était déroulé régulièrement. Et dans ce contexte, Madame la Ministre, l'acte 3 de la décentralisation faisait figure de relance. Et donc, on a espéré, on a pensé qu'il y avait là peut-être l'occasion de relancer un peu la décentralisation. Mais on a vu toutes les difficultés budgétaires, les difficultés aussi liées à l'organisation, les conservatismes, les solidarités et tout ce qui peut jouer dans une république. Et on a bien vu que ce n'était pas si simple. Et pour ça, vous avez été conduits à présenter plusieurs textes. Et ainsi, on a eu un peu l'impression qu'il y avait une segmentation de la vision, une fragmentation de la perspective, et que le projet devenait quelque peu dispersé. Et donc, il est apparu au Sénat la nécessité d'avoir une pensée globale et de revenir à une vision qui était une vision globale de la décentralisation. Et c'est pour ça que, sous l'autorité du président Gaudin, l'UMP a proposé à notre Haute Assemblée de mener une mission d'information commune pour essayer de construire une pensée du Sénat sur les perspectives de la décentralisation. Ça ne veut pas dire, évidemment, que l'on a voulu, avec ce texte, répondre à toutes les questions qui étaient posées par les différents textes qui nous sont soumis. Nous avons voulu, au contraire, essayer de réfléchir à une perspective, à un horizon 2020-2025, qui était un horizon qui, d'une certaine manière, se détachait de l'immédiat pour construire une pensée, une réflexion. Je veux remercier ici le président Yves Crattinger, qui est le rapporteur de notre mission, et tous les membres, dont je vois ici plusieurs responsables, qui ont tous accepté de mettre un peu le débat polémique de côté, de se dire on ne va pas répondre à tous les textes immédiats qui nous sont posés, mais on va essayer ensemble, avec la pratique qui est la nôtre, la pratique de la décentralisation, de faire un travail collectif pour essayer de dégager des perspectives d'avenir. Et ce travail a été mené, je dois le dire, avec Yves Crattinger, avec tous ceux qui ont participé, notamment beaucoup de présidents de départements, des collectivités territoriales. Nous avions le président Larcher, nous avions autour de la table beaucoup d'expérience. Et nous avons voulu parler ensemble, travailler ensemble. On a eu des auditions, nous sommes allés sur le terrain. Nous avons veillé à ce qu'on puisse s'enrichir d'un certain nombre d'avis extérieurs. Mais on a voulu surtout faire sortir du cœur du Sénat des idées du Sénat par des gens d'expérience élus au Sénat. Et ici, on a pu dégager finalement des consensus et quelquefois des débats qui n'étaient pas tout à fait les débats qu'on a d'habitude sur le plan politique. Parce que les sensibilités territoriales de nos expériences, suivant que nous sommes urbains, suivant que nous sommes ruraux, suivant que nous avons une vision départementale, une vision régionale, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres arbitrages que les arbitrages classiques de la vie politique. Et dans ce contexte-là, la mission d'information a voulu être un choix, une démarche un peu de sagesse pour essayer de proposer une réflexion stratégique. Cette réflexion stratégique, au fond, elle est fondée sur un principe de base qui est de se dire que notre République a besoin à la fois de l'unité et de la diversité, qu'il faut évidemment reconnaître la diversité de la République. Pourquoi vouloir systématiquement traiter l'affaire du travail du dimanche dans tous les territoires de la même façon? Nous avons une grande diversité.
et tenons compte de notre diversité. Mais nous sommes des républicains. Et les républicains veulent que les républiques soient rassemblées, soient uniques. Et donc il faut choisir l'unité, mais que l'unité accepte la diversité. C'est une difficulté très importante, ce qui veut dire qu'on se refuse à avoir une France que le rapporteur appelait une France en dentelle, où on aurait une règle par territoire. Nous voulons une règle pour le territoire, mais nous voulons qu'elle puisse s'appliquer de manière nuancée, sensible, en fonction des caractéristiques du territoire. Nous ne voulons pas nier la diversité française. Nous voulons que la diversité soit reconnue, mais en aucun cas nous mettons en cause les valeurs de la République. Et naturellement, il est difficile, puisque notre devoir est de concilier ces deux impératifs. Et il nous faut concilier l'unité et la diversité. C'est ce que nous avons fait autour d'un triptyque que le rapporteur nous a proposé et auquel nous adhérons: responsabilité, efficacité, mais aussi, dans la modernité, réactivité, parce que très souvent, un certain nombre de sujets nous sont posés, et c'est la réactivité qui fait la qualité de la réponse, et plus la décision est rapide, proche, et plus elle est efficace. Et donc, cette mission, avec ses objectifs, formule, et le rapporteur va développer ces thèmes, une dizaine de propositions. Je voudrais insister, mes chers collègues, sur 3 idées qui me paraissent fondamentales dans ce débat. La première idée, c'est qu'il nous faut rassurer clairement tous ceux qui, dans notre pays, se battent aujourd'hui pour les citoyens au niveau communal. Très souvent, dans nos réunions, nous avons eu des maires nous dire « mais tout ceci est fait pour supprimer la commune. Vous ne voulez plus de commune. Vous allez supprimer la commune. » Et au fond, on se rend compte aujourd'hui que nous avons besoin de cet espace premier de la République, de ces militants de la première ligne, qui sont au fond ceux qui incarnent la République vis-à-vis du citoyen. J'ai beaucoup de respect pour les présidents de département, pour les présidents de région, pour tous ceux qui ont des hautes responsabilités, mais je ne suis pas sûr que toujours le citoyen sache exactement ce qu'ils incarnent comme responsabilité. En revanche, le maire, qu'il soit d'une très grande ville, aussi puissante que Marseille, par exemple, ou d'une plus petite commune, eh bien le maire, il est celui qui incarne la République. Et c'est, au fond, par lui que le citoyen a le contact avec la République. Ceci est un point fondamental de notre approche. Et on voit bien tous les discours qui nous consistent à dire « supprimons un certain nombre de communes ». Il peut y avoir des cas où on devient quelquefois microscopique et sur lesquels on peut discuter, mais globalement, une commune, dès qu'elle réunit des centaines d'habitants, cette commune-là doit pouvoir exister. Et puis, pour avoir exercé quelques responsabilités dans notre République, je ne suis pas sûr que la République ait des prestations aussi bon marché que celles qui sont fournies par les élus locaux. Et il suffit de voir dans bien des circonstances combien on a besoin d'eux, quelquefois même, quand la circulaire est difficile, on leur confie des responsabilités. Et donc on a bien besoin, en toutes circonstances, des élus et qu'ils assument les responsabilités. Alors ça veut dire évidemment que comme la commune peut être petite, qu'il faut jouer la carte de l'intercommunalité. Ça veut dire qu'il ne faut pas laisser la commune dans un espace de solitude. Donc oui à la commune, mais oui aussi à une intercommunalité coopérative, selon l'expression d'Yves Cratinger. J'avais dit une communauté collégiale, il dit coopérative, c'est la seule nuance que nous pouvons imposer. Encore que je sois très attaché au mouvement coopératif et que j'accepte bien volontiers ce principe d'un homme, une voix. Et au fond, l'idée fondamentale que la communauté de communes n'est pas une hiérarchie avec un super maire qui impose aux autres sa règle, mais que c'est une collégialité, que c'est une coopérative, un homme, une voix, où les uns et les autres discutent ensemble et que l'intercommunalité apparaît comme une décision collective. Ce point-là, chers amis, il faut qu'à un moment, le Sénat, notre Haute Assemblée, Monsieur le Président, le dise clairement, rassurons le pays sur ce sujet. Notre volonté, c'est de faire en sorte qu'il y ait intercommunalité, mais que le principe en soit collégial. C'est la première idée structurante. La seconde idée
structurante, c'est qu'au fond, notre pays a besoin d'équilibre. Car comme toute la société, les territoires sont soumis à des tensions qui créent des inégalités. Et dans ce contexte-là, il est nécessaire d'avoir des espaces où se crée une solidarité entre territoires différents. Et on voit bien que dans une société qui est de plus en plus urbaine, dans une société où la pensée urbaine devient de plus en plus dominante, il est nécessaire d'avoir une attention forte, puissante, généreuse vis-à-vis de la ruralité. Et si on ne regarde pas la société rurale dans le mouvement global de la société, si on n'y est pas très attentif, les inégalités, les distorsions ne feront que s'aggraver. Et dans quel espace, mes chers collègues, on est attentif à la ruralité? Dans quel espace on veille d'abord aux équilibres? C'est l'espace départemental. Défendre la ruralité aujourd'hui, mais défendre au-delà de la ruralité, défendre l'équilibre, c'est de défendre un espace dans lequel l'équilibre a du sens. Et on voit bien que pour des raisons diverses et multiples, et je pense même aux scrutins électoraux, et même s'il y a beaucoup de choses à dire sur les scrutins, mais il est clair que tant que les régions seront élues à la proportionnelle telles qu'elles le sont, ce sont les zones urbaines qui feront la vie régionale et que c'est la vie départementale qui, le mieux, y compris avec le nouveau scrutin, même si on peut discuter des découpages. Mais de ce point de vue-là, il est clair que c'est en faisant en sorte que le rural et l'urbain soient équilibrants d'un même espace politique, le département, que l'on peut être attentif à cette égalité des chances territoriales. Et donc, nous pensons vraiment que tous ceux qui nous disent que par simplification, il serait facile et profitable de supprimer le département, nous leur disons faites attention, vous croyez supprimer une structure, mais en fait, vous supprimez une force d'équilibre. Et en supprimant cette force, vous créerez le déséquilibre. Et ça, très franchement, mes chers collègues, ça concerne tous les partis politiques, y compris dans le mien. Il y en a beaucoup qui vont proposer cette idée. Mais je crois que la République a besoin d'équilibre et que le département est cette force d'équilibre. Alors, naturellement, il faut faire des économies, parce qu'il ne serait pas compréhensible que l'État cherche à chasser la dépense publique, fasse des efforts. Il nous est annoncé encore des efforts plus importants, et il ne serait pas compréhensible que les collectivités territoriales ne fassent pas des efforts pour faire des économies. Et nous sommes bien conscients, nous, qu'en proposant des économies, il faut participer à cet effort national. Donc nous proposons des économies. Et une économie majeure, qui est pour nous très importante, c'est de supprimer tous les doublons de la décentralisation. Et Dieu sait s'il y a des doublons, et Dieu sait si on ajoute des politiques touristiques à des politiques touristiques, des politiques artisanales à des politiques artisanales, et Dieu sait si on ajoute des compétences à des compétences. Alors là, notre idée est toute simple. Pourquoi y a-t-il, Madame la Ministre, pourquoi y a-t-il autant de doublons? Eh bien parce que les collectivités, les niveaux de collectivités se font concurrence et que quelquefois les départements jouent à la région et les régions jouent au département, qu'il y a une cantonalisation de l'action régionale et c'est que la région se faisant de plus en plus une somme de cantons, que la région vient faire compétition avec le département sur le terrain du département, tout comme il peut arriver à l'inverse, que le département fasse compétition. Mais au total, comme la région a l'espace le plus grand, c'est la région qui vient sur les terres du département. Et donc, si on veut éviter les doublons, ce n'est pas simplement par une répartition des compétences qu'on y arrivera, parce qu'on trouvera toujours le moyen de sortir de la compétence. C'est simplement de leur donner des espaces qui ne sont pas équivalents, qui ne sont pas comparables. Et c'est pour ça que nous défendons l'idée de grandes régions. Parce que dans bien des régions françaises, que ce soit la Bourgogne, que ce soit la Franche-Comté, que ce soit Champagne-Ardenne, que ce soit la belle et grande Poitou-Charentes, toutes ces régions-là, au fond, la région est un 4e, un 5e département.
Elle a souvent un budget inférieur au département le plus important. Et au fond, elle est en train de développer des politiques qui sont des politiques concurrentes à celles du département. Alors qu'on change la taille, qu'on lui donne la taille de plusieurs régions, qu'on lui donne la taille européenne, et qu'à ce moment-là, elle s'occupe des grandes infrastructures. On a besoin de TGV, on a besoin de grandes infrastructures de communication, qu'elle s'occupe d'universités, qu'elle s'occupe de recherche, qu'elle s'occupe d'innovation, qu'elle s'occupe d'être partenaire de la BPI pour faire du haut de bilan avec nos PME, qu'elle prenne de la stratégie économique, de la stratégie d'avenir, qu'elle s'occupe de la puissance et qu'elle laisse la proximité au département. C'est ça notre vision dans ce rapport, dans ce travail commun. Chacun pourra apporter les nuances, mais je pense que c'est en séparant les choses. Il y a au fond dans l'action publique, Madame la Ministre, deux fonctions très importantes. Il faut de la proximité, il faut de la puissance. Sans puissance, on manque d'efficacité, mais sans proximité, on manque d'efficacité démocratique. La proximité, elle est au département, cohésion sociale, cohésion territoriale. La puissance, elle est à la région, mais pour ça, ils font des métiers différents avec des structures différentes. Voilà, Madame la Ministre, quelques-unes des actions fondamentales. J'ajoute quelques idées mais sur lesquelles le rapporteur développera. Moi, j'aime bien l'idée sur le Grand Paris, mais au fond, qui est une idée un peu plus large, quand il y a des grandes métropoles, que le département soit géré par la métropole et qu'il y ait là une forme de cohérence qui se dégage, moi, personnellement, j'y suis plutôt favorable. Quand un acteur peut assumer la responsabilité, je suis pour la simplification et ce que disait Philippe Dallier dans notre commission sur le Grand Paris me paraissait très juste. Nous avons engagé une réflexion. Nous ne sommes pas fanatiques, au moins dans mon groupe, Madame la Ministre, de la proposition du non-cumul de mandats. Mais j'ai cru comprendre aussi que chez les collègues socialistes, il y avait aussi des réflexions sur ce sujet. En tout cas, si un jour il venait que les parlementaires n'aient qu'un mandat, il faudrait quand même prévoir leur place dans la décentralisation. Parce qu'à ce moment-là, est-ce que le préfet pourra distribuer de la DETR? Est-ce qu'il pourrait distribuer le budget qui est voté par les parlementaires sans l'avis des parlementaires? Je pense qu'il y a quand même des réflexions qui devront se faire. Si on veut marginaliser la représentation nationale, il faut la mettre en dehors des processus de décentralisation et à ce moment-là, le parlementaire sera marginal, ce qui n'est évidemment pas bon pour notre République. Et puis, nous avons des propositions très instructives, comme l'instruction unique, mais c'est un sujet dont Yves Fratinger parlera avec plus de compétences que moi. Mais une idée qui est très importante, je crois, c'est dans cette idée d'unité et de diversité, l'idée d'avoir des lois cadres territoriales dans lesquelles on laisse une place au pouvoir réglementaire local, de manière à ce qu'on puisse adapter à la territorialité l'application d'un certain nombre de textes. Il est fort possible d'avoir ce type de choses. Il n'est pas nécessaire qu'on applique partout, que systématiquement le Limousin soit traité comme Rhône-Alpes ou qu'il y ait au fond une assimilation qui puisse être alignée soit sur le plus fort, soit sur le plus fragile. Et donc cette capacité d'avoir un pouvoir d'application qui soit un pouvoir réglementaire différencié, c'est quelque chose qui pourrait être très utile. En résumé, et pour terminer, Madame la Ministre, je voudrais vous dire, je sais bien, pour avoir participé à plusieurs gouvernements, que le gouvernement apprécie toujours que cette haute assemblée, faite de compétences et de sagesse, puisse suivre ses orientations politiques. Et au fond, que cette assemblée, le Sénat, marche derrière le gouvernement, c'est ce qui est souvent souhaité par tous les gouvernements. Eh bien, avec cette mission, Monsieur le Président, Madame la Ministre, ce que le Sénat a souhaité, c'était marcher devant le gouvernement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Yves Fratinger, rapporteur de la mission commune d'information. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président Jean-Pierre Raffarin, mes très chers collègues. Je voudrais d'abord remercier Jean-Pierre Raffarin, le Président de la mission, pour l'excellence de la relation, je peux le dire, qui a
qu'il a bien voulu entretenir avec votre rapporteur pendant toute la durée des travaux et pendant les déplacements. Et donc, je vais lui rendre cet hommage. Je salue les membres de la mission qui ont participé pour la qualité et le caractère très apaisé de nos échanges en dehors des joutes politiques traditionnelles. Et puis, je veux dire aussi que ce rapport d'information des territoires responsables pour une République efficace s'inscrit dans la réflexion qui est entretenue par le Sénat sur les centralisations et sur l'évolution de l'action publique en réponse aux attentes de nos concitoyens et visant à la satisfaction de besoins qui évoluent en permanence aujourd'hui. Les modes de vie de nos concitoyens changent, la France change, le monde change, mais j'ai envie de dire, la France institutionnelle a-t-elle assez changé? Force est de constater que la physionomie des pouvoirs publics, les pratiques de l'administration n'ont pas su s'adapter suffisamment et assez vite aux évolutions technologiques et sociétales. Nous agissons toujours sous la contrainte, pas souvent dans l'anticipation. Nos organisations apparaissent à nos concitoyens et à beaucoup d'autres confuses, lourdes, lentes, inertes et sans beaucoup de réactivité. Notre organisation politique et administrative est construite sur le modèle d'une France presque immobile, où la population vivrait, travaillerait et voterait au même endroit et où les territoires seraient égaux entre eux. Ce n'est pas vrai, ce n'est plus vrai, et depuis longtemps. Quand on imagine une organisation territoriale optimum, évidemment, la tentation est forte, sur le papier, de préparer la copie comme si on partait de zéro, comme s'il n'y avait rien avant. Et tous ceux qui envisagent de supprimer tel ou tel élément dans le dispositif ne font que ça. Simplement, ça fait 40 ans qu'ils en parlent et ils ne l'ont toujours pas fait. Et donc, on vous propose de changer un peu le mode de raisonnement pour se dire, plutôt que de tout changer, faisons en sorte que ça marche. Et donc, on pourrait bien sûr imaginer en 2015, là, que la révolution vient de se produire et qu'il nous appartient de construire les communes, les départements et les régions du XXIe siècle. Évidemment, rien ne serait découpé comme c'est aujourd'hui, ou si peu. Les approches ne seraient pas celles, évidemment, de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. La ruralité a changé, les villes ont énormément changé, la relation ville-campagne a changé, les déplacements sont facilités, ils n'ont rien à voir avec ceux d'autrefois, les échanges sont infiniment plus nombreux, et puis énormément de nouveaux services se sont développés. Les territoires ont changé, certains se sont densifiés, d'autres se sont dépeuplés, les modes de vie ne sont pas du tout les mêmes. Si on réorganisait, si on organisait, je vais dire, aujourd'hui, on le ferait bien sûr en tenant compte des modes de vie d'aujourd'hui, des besoins d'aujourd'hui, des déplacements d'aujourd'hui, de la répartition de la population d'aujourd'hui, des avancées technologiques d'aujourd'hui aussi. Mais demain, après-demain, cette organisation, elle vieillirait, elle aussi. Elle deviendrait à nouveau progressivement obsolète par rapport à de nouvelles réalités qui, à leur tour, verraient le jour. Pas un seul de nos interlocuteurs, et on a rencontré des universitaires, des spécialistes de comptabilité publique, de droit public, pas un seul ne nous a recommandé de procéder par un redécoupage et une réorganisation générale. Ils nous en ont même dissuadés, en soulignant que tout le temps qui serait perdu pour arriver à un échec serait du temps inutile et qu'on ne pourra pas aller ailleurs qu'à un échec sur ce terrain parce que tout vouloir bousculer, c'est engager des conflits avec tout le monde et finalement ne rien faire. Par contre, chacun d'entre eux nous a recommandé de faire mieux fonctionner le système existant, de le rendre plus performant, de chercher à définir clairement les responsabilités et de trouver les moyens de l'efficacité et de la réactivité. Pour citer deux universitaires, Laurent Davzy et Hervé Lebras, que nous avons auditionnés, nous disaient la chose suivante, et la phrase est courte mais elle est importante.
Nous avons besoin d'une représentation dynamique des territoires. Ce ne sont plus les territoires où les gens habitent, mais les territoires où ils circulent. Tout est là-dedans. J'imagine d'ailleurs, personnellement, que l'ouragan des évolutions technologiques actuelles, avec l'arrivée, l'envahissement du numérique, est susceptible de submerger rapidement nos organisations actuelles. Déjà, 85% des écrans et des claviers numériques sont entre les mains de ceux que j'appellerai les citoyens de la planète Terre. Ce chiffre sera très largement dépassé dès les prochaines années. La maîtrise des données, jusqu'à présent réservée aux organisations étatiques, aux institutions publiques, est en passe de leur échapper, de nous échapper. Le pouvoir sera dorénavant de plus en plus entre les mains des citoyens et de moins en moins du côté des organisations. Face à ces évolutions extrêmement rapides, nous devons, dans l'urgence, inventer un nouveau logiciel territorial à la fois efficace, responsable et réactif. Cette nouvelle mobilité, ces nouveaux modes de fonctionnement des populations exigent de construire une nouvelle relation avec le service public de proximité qui doit s'adapter très vite, et non l'inverse. Nous devons le repenser dans une approche nouvelle de la proximité intégrant massivement les nouvelles technologies qui permettront à l'État de se moderniser et de construire, voire inventer, une nouvelle relation entre le citoyen et le service public. Il est désormais très urgent de définir autrement l'accessibilité à l'État. Cette nouvelle mobilité a également une incidence sur le développement des territoires, leur attractivité économique et la vie sociale. Sous cet angle, ils sont très loin d'avoir les mêmes atouts. Nous devons regarder en face ces inégalités de fait et accepter que l'action publique soit adaptée aux spécificités locales. En matière de pouvoir fiscal et d'administration, par exemple, depuis trop longtemps déjà, l'absence d'une réelle action corrective aggrave durablement la fracture territoriale et engendre ce que nous pouvons appeler un sous-prolétariat territorial. La décentralisation doit remédier aux deux maux dont souffre aujourd'hui la République, le manque d'efficacité réelle de l'action publique et la très grande confusion des rôles entre l'État et les collectivités. Elle doit être un outil de simplification en supprimant rapidement les trop nombreux doublons. Elle doit permettre de clarifier les missions de chaque échelon territorial, un travail dont découleront naturellement les compétences de chacun des niveaux de collectivité. À la région, la mission d'imaginer, d'écrire et de préparer l'avenir du territoire, celui des entreprises et des hommes qui y résident. Elle doit être renforcée pour être capable de maîtriser la mondialisation. La France doit entrer à grands pas, au pas de course, dans la mondialisation. Au département, la cohésion sociale et les solidarités territoriales. Son rôle doit être réaffirmé. Il est un niveau irremplaçable, tout particulièrement dans la ruralité. À la commune et à l'intercommunalité, le maintien, le renforcement du lien social et l'organisation des services publics de proximité immédiate. L'État doit retrouver et clarifier son rôle de stratège et se reconcentrer rapidement sur un nombre limité de missions régaliennes. Pour cela, il doit, après 30 ans d'inertie et de résistance, accepter enfin de se désengager par la décentralisation. Les travaux de la mission ont permis de mettre en lumière une représentation territoriale de l'État, et je parle de ceux qui nous ont parlé, étouffante, consistant principalement à contrôler, parfois abusivement, et qui n'assure plus l'accompagnement et le conseil des collectivités territoriales dans le cadre de l'exercice des politiques publiques qui leur sont confiées. Ainsi, la mission a pu constater que les élus rencontrés étaient favorables à un désengagement de l'État d'un certain nombre de missions dont ils estiment qu'elles ne devraient pas relever de sa compétence, puisque, d'une part, ils ne disposent plus des moyens suffisants pour les assumer pleinement, et d'autre part, qu'elles leur ont déjà été confiées. Voilà ce qu'ils disent, les élus. Le plus grand nombre de nos interlocuteurs regrettent que la France soit pratiquement le seul parmi les pays de l'Union européenne qui ait conservé des services déconcentrés
dans les compétences transférées aux collectivités. Enfin, la République, dont l'organisation est décentralisée, doit reconnaître la diversité des territoires qui explique l'expression de besoins différents, donc en réponse, une action publique adaptée aux spécificités de chacun, sans que cette différenciation ne conduise à remettre en cause son unité. Je suis donc favorable à une spécificité territoriale dans la conduite de l'action publique qui ajuste la mise en œuvre des lois à la réalité du contexte local. En revanche, j'exprime ma très grande réserve devant la reconnaissance de la spécificité territoriale par le biais de modes de gouvernance systématiquement particuliers. Et je me méfie, et je l'ai entendu plusieurs fois, de la création de collectivités ad hominem qui deviendront facilement demain des bastions oublieux de la nécessaire solidarité interterritoriale qui est indispensable au maintien de l'unité républicaine. Nous devons être très prudents devant ce qui conduirait inévitablement à l'émergence d'une France en dentelle qui ne peut qu'amplifier les tensions internes à notre pays. Responsabilité des territoires, efficacité et réactivité de l'action publique, diversité mais aussi unité dans la République, tels sont les défis auxquels doit répondre la décentralisation et qui seront détaillés dans les 10 axes de propositions que je vais essayer d'évoquer. Le premier consiste à garantir la présence de l'État selon des modalités renouvelées. Il faut en finir avec les nombreux doublons des services entre l'État et les collectivités territoriales qui paralysent l'action publique et la rendent incompréhensible pour nos concitoyens. Nous sommes nombreux dans cette Assemblée et au-delà à le constater tous les jours. Dans l'exercice de nos fonctions de président de ceci ou de cela, ou de maire, ou de responsable des PCI, l'inefficacité d'une telle situation, le gaspillage d'énergie et d'argent public qu'elle génère sont aujourd'hui réprouvés par tous. Pour en finir avec les politiques qui deviennent concurrentes dans ce contexte et pour sortir de la confusion du cumul des services, parce que c'est bien ça qu'on a au niveau local, j'en appelle à un choc de subsidiarité. Et je propose comme première étape la création d'un service unique contractualisé entre l'État et la collectivité dans chacune des compétences transférées, où l'État a conservé des services déconcentrés parallèles et de fait concurrents de ceux des collectivités. Cela favoriserait l'instauration d'une relation de confiance et de responsabilisation entre l'État et les collectivités territoriales. Seraient mis en place, par exemple, des services uniques nés de la fusion des services de l'État et du département, par exemple dans le social. Pas la peine d'en avoir deux. Dans l'équipement rural, ce n'est pas la peine d'en avoir deux. Dans le sport, sur le patrimoine et d'autres. Ces services auraient vocation à passer à terme sous l'autorité du responsable de la collectivité. Concernant les effectifs, les membres de votre mission d'information ne sont majoritairement pas favorables à une réduction du nombre des personnels sans réflexion préalable sur les missions de chacun. La politique du chiffre caricaturée par la RGPP ne fait pas une stratégie politique et se révèle particulièrement déstabilisante si elle n'est accompagnée d'un souci permanent de cohérence globale. Nous contemplons aujourd'hui des territoires entiers vidés d'une part trop grande de leurs services publics, victimes de l'application stricte d'une comptabilité des effectifs à la baisse. Ce guichet unique État-collectivité doit donc s'inscrire dans une véritable stratégie d'ensemble en rendant obligatoire, préalablement à sa création, l'élaboration conjointe par le préfet et par le président du Conseil général d'un schéma d'accessibilité des territoires aux services publics. Le deuxième axe renvoie au renforcement des régions, qui a été évoqué tout à l'heure par le président Raffarin. Votre mission milite en faveur de la constitution de régions plus grandes et plus fortes, investies d'une réelle vocation d'aménagement du territoire, capables de rivaliser à l'échelle européenne et mondiale. Pour cela, elles doivent être totalement investies de compétences stratégiques telles que la formation professionnelle, le développement économique et la politique de l'emploi, leur permettant réellement de préparer l'avenir des hommes, des entreprises et du territoire dans lequel ils sont installés. Une première étape pourrait être de construire 8 à 10 pôles interrégionaux intégrant obligatoirement quelques compétences stratégiques. Par exemple, les schémas des dorsales très haut débit. C'est nécessaire, c'est le monde de demain, mais même celui d'aujourd'hui.
Les schémas interrégionaux d'accessibilité multimodale, aéronautique, ferroviaire, autoroutière, les schémas interrégionaux d'infrastructures ferroviaires, parce que les voies ferrées vont souvent de région à région, le schéma interrégional des formations supérieures, celui de couverture hospitalière et sanitaire, celui d'accompagnement des entreprises et de formation continue des salariés, celui d'accompagnement des demandeurs d'emploi. Le troisième axe est consacré au département. Beaucoup ont appelé ou appellent encore à sa suppression au profit des régions. C'est oublier que ces deux collectivités territoriales ne sont que très peu concurrentes en fait. Elles sont même assez largement complémentaires. On l'a dit tout à l'heure, elles font l'une la stratégie, l'autre les solidarités. Les éléments recueillis par la mission d'information lui permettent, tout en précisant que la pertinence du département n'est pas aussi puissante dans les milieux urbains denses que dans les territoires ruraux, il est de toute façon à la fois un espace privilégié d'évolution des services publics et également un fédérateur des intercommunalités, permettant ainsi une véritable coordination entre les différents acteurs du territoire. Pour en faciliter les modalités, votre mission reprend l'idée de création d'une conférence départementale des exécutifs regroupant le Conseil général d'une part et les responsables des EPCI d'autre part. Elle avait d'ailleurs déjà été proposée dans le rapport de la mission sénatoriale de 2009 sur l'organisation territoriale. Cette conférence, elle fonctionne déjà très librement, très régulièrement et très bien dans un certain nombre de départements. Les communautés ont besoin d'appui et de conseils juridiques, administratifs, techniques. Elles pourront, avec l'augmentation du nombre de leurs compétences, mutualiser entre elles et avec le département certains services et certaines missions. Et c'est déjà engagé dans de nombreux territoires. Le quatrième axe porte sur les intercommunalités, on a été évoqué tout à l'heure. Je suis toujours aussi convaincu que l'intercommunalité est un vrai projet pour l'avenir de nos territoires, aussi urbains que ruraux. C'est un remarquable outil de coopération et de solidarité entre les communes et, dans la pratique, un facteur efficace de plus d'égalité pour les habitants. La confrontation des idées, la mutualisation des moyens font de l'intercommunalité le lieu de faisabilité des projets. Elle a permis de rehausser nettement le niveau des services publics et au public dans un très grand nombre d'espaces ruraux, et l'élaboration aussi et la mise en œuvre de véritables projets de territoire. L'intercommunalité, c'est à coup sûr, au moins en milieu rural, la vraie révolution des 20 dernières années. C'est vraiment ça qui est nouveau dans le panorama. Il est donc important de continuer à tirer l'intercommunalité vers le haut ou en avant, comme vous voulez. Mais cela ne signifie pas qu'il faille gommer la commune. La commune conserve la mission d'assurer le maintien et le renforcement du lien social, et ça sera toujours ça. L'intercommunalité ne saurait devenir un nouveau niveau, un niveau supplémentaire de collectivité territoriale, rajoutant alors de fait une couche au millefeuille. Et ce millefeuille, vous l'avez dit, il est déjà bien fourni. Les EPCI à fiscalité propre ont été conçus comme des coopératives de communes. Oui, l'intercommunalité est aujourd'hui un outil au service à la fois de l'action communale, d'une part, mais de nos concitoyens aussi, fondée sur une organisation collégiale. Je suis d'accord, Monsieur le Président Raffarin, et qui correspond à une logique de subsidiarité. Ce qui peut être fait au niveau communal le sera. Ce sont ces principes qu'il faut à la fois approfondir, parce que je vois bien qu'avec les tailles plus agrandies, ça pose un certain nombre de questions, et préserver aussi dans le débat communautaire. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit sur la région capitale et sa gouvernance. Les statuts particuliers de Paris et de sa région justifient bien sûr une gouvernance spécifique qui doit répondre à des enjeux propres à l'Île-de-France. C'est une région complexe, concentre en un seul ensemble des problématiques de territoires à la fois ruraux en périphérie et des problématiques extrêmement urbaines par ailleurs. Bon, ce que je veux simplement dire, c'est que l'idée d'une collectivité qui regrouperait à terme la zone dense et qui assumerait majeure partie, sinon peut-être pas la totalité, mais vraiment la majeure partie des compétences, est certainement une idée vers laquelle il faut tendre et continuer à avancer. Je crois que c'était déjà dit il y a 6 ans maintenant par notre collègue Philippe Dallier, oui, 2008, c'est bien ça,
qui nous interpellait sur le sujet et proposait la fusion des 4 départements. Je ne veux pas, moi, provincial, dire quelle est la chimie à mettre en œuvre sur la région parisienne, mais en tout cas, il y a besoin d'une structure, et une structure qui marche en avant vers plus d'intégration et plus de solidarité infra-territoriale Île-de-France. Mais en même temps, moi, je veux dire que, quelque part, il faut aussi que cette zone la plus riche de France ne s'épargne pas d'être partenaire de la solidarité avec les autres territoires de notre pays. Parce que Île-de-France, c'est la plus riche, c'est la plus forte, c'est la plus puissante, c'est la plus connue de nos régions et c'est le point le plus connu de nos territoires. Mais il y a un vrai besoin, c'est que ça reste dans la République. Et donc, je ne doute pas que nous saurons nous rassembler là-dessus. La place des parlementaires dans la décentralisation, dans un contexte qui sera issu d'une loi sur le non-cumul des mandats de parlementaires avec l'exercice d'une fonction exécutive locale, et évidemment, quelque part, ces parlementaires, ils sont à la fois investis de la légitimité populaire et quand même connaisseurs d'un territoire. Et donc, nous avons pensé qu'il faudra bien un jour, mais c'est plutôt pour peut-être provoquer un peu une discussion, il faudra bien un jour penser au rôle qu'ils joueront demain, si tout ça va à son terme. Ils peuvent être effectivement des médiateurs entre l'État et les collectivités, ou au moins faire partie de la médiation. En tout cas, moi, ce que je vois du côté du Parlement, c'est que ces parlementaires, puisqu'ils auront un rôle nouveau à jouer, plus souvent d'ailleurs de contrôle de l'action du gouvernement, l'exercice de ce rôle de conseil, de cohérence, de contrôle nécessiterait pour le Parlement de se doter d'un pôle d'expertise de très haut niveau indépendant de l'administration centrale. Pourrait être constitué avec le concours d'universités, de centres de recherche existants, bien sûr. Il faut donner à ces deux assemblées la capacité d'utilisation suffisante des données financières et fiscales, par exemple, qui nous sont fournies par les services administratifs, qui ne réalisent pas toujours les analyses dont nous aurions pourtant besoin. Et on a bien vu dans les évaluations faites sur les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle, par exemple, dont les simulations ne portaient que sur le court terme, alors que le débat nécessitait à l'évidence une vision à beaucoup plus long terme, et cela dans l'objectif d'ailleurs de faciliter l'adoption du projet de loi par le Parlement. Il est évident que le Parlement ne doit pas s'en remettre exclusivement au service de l'État pour obtenir des informations fiables. Le 7e axe exprime la nécessité de refonder la théorie des finances locales. La mission alerte sur l'urgence de remédier au système actuel marqué par une incommensurable complexité et générateur d'inégalités. L'enchevêtrement de multiples dotations, compensations, garanties, mécanismes de péréquation le rend, je suis presque poétique, très difficilement compréhensible par les élus et parfaitement illisible par nos concitoyens. Ce n'est pas acceptable. Dans le contexte actuel de tensions budgétaires, ce manque de lisibilité est facteur d'anxiété qui entraîne un rejet croissant de l'ensemble de la question des finances publiques. Il résulte de ce capharnaüm budgétaire digne des Shadocks 2 conséquences importantes. La première concerne les collectivités territoriales qui perdent progressivement des capacités de décision dans le domaine des finances locales. Or, comment insuffler du dynamisme à un territoire sans cet outil? Comment initier des projets d'avenir si les collectivités ne sont pas dotées d'une certaine autonomie fiscale? Plus de lisibilité et de simplicité permettront aux élus locaux de prendre des décisions pour leur territoire et de justifier leur action auprès des concitoyens. Néanmoins, la mission reconnaît qu'une autonomie fiscale plus large ne constitue pas forcément une voie d'avenir pour les territoires pauvres et les plus pauvres. Ainsi, il convient de prélever une part suffisante de recettes fiscales dans les territoires où est créée la plus grande richesse et d'accompagner cette démarche d'une véritable solidarité financière entre collectivités grâce à des dispositifs de péréquation justes fondés sur la richesse relative.
C'est un système modernisé des finances locales qui reposerait sur ce principe simple de prélèvement de la richesse là où elle est créée et d'un partage des recettes ainsi procurées grâce à une péréquation horizontale renforcée progressivement. Cela permettrait à toutes les collectivités d'assurer leur mission et c'est nécessaire. Le 8e axe s'attache à la nécessaire simplification du système juridico-financier de l'intercommunalité. Lors des auditions menées par la mission, la généralisation des statuts particuliers des structures territoriales a été mise en évidence. Aujourd'hui, il existe 10 formules juridico-financières différentes de PCI à fiscalité propre. 10. On est arrivé à ça. Comment vouloir que l'action publique soit comprise et acceptée par nos concitoyens avec une telle complexité? Dans cette période de crise de confiance, c'est grave. Il faut y remédier en procédant à une harmonisation progressive des structures, tout en prenant en compte la très grande diversité des intercommunalités en France. Il est souhaitable d'aller vers l'unification des régimes juridico-financiers des EPCI. L'exercice est difficile, mais il est nécessaire. La mission propose de ramener de 10 à 1 les formules fiscales de l'intercommunalité avant 2020. Il faut commencer par unifier le régime des communautés de communes qui ont le choix entre 4 régimes fiscaux différents. C'est un préalable à l'harmonisation de l'ensemble des régimes des EPCI. Une vision moderne de la décentralisation passera par une unification du système actuel tout en cherchant à concilier unité et diversité. Le 9e axe affiche l'ambition d'instaurer un pouvoir réglementaire local. Je n'y reviens pas, il a été fort bien décrit par le président Raffarin. Je vais simplement venir au dernier, qui touche, et c'est très important, la question de l'instruction unique. Le 10e axe porte sur l'instruction unique et la recherche d'une action publique locale efficace et moderne. Tous les interlocuteurs de la mission l'ont dit. Il faut en finir avec la multiplication des instructions parallèles, justifiées par les financements creusés et les services doublonnés qui alourdissent, complexifient, ralentissent et parfois même empêchent l'action publique locale. C'est un cancer pour la Maison France, on peut le dire aujourd'hui, et c'est un cancer qui prolifère. J'en reviens au premier axe, la clarification des compétences est l'outil qui permettra d'aboutir à une action publique locale efficace et pertinente. À cet égard, il est apparu aux yeux de la mission que l'instruction unique est le moyen incontournable pour parvenir à une décentralisation responsable, efficace et réactive. Votre mission estime que pour chacune des principales politiques publiques décentralisées, il est nécessaire et urgent d'instituer un dispositif d'instruction unique au niveau d'une des collectivités territoriales, celle principalement en charge de la compétence concernée. Celle-ci serait alors chef de file et recevrait la mission d'agence de financement au nom des autres et sous convention. Elle serait l'interlocuteur unique du porteur de projet tout au long du processus. Ça favorisera la coopération et la coproduction. L'instruction unique peut aussi se décliner en guichet unique interdépartemental ou interrégional dans des domaines plus conséquents. On en arrive à cette nécessité si on veut clarifier aux yeux de tous nos interlocuteurs. 10 ans de réforme, 10 axes de réflexion sur l'avenir des centralisations en France. Avec ce rapport, nous avons cherché avant tout à éclairer le débat avec une vision et des considérations qui sont détachées, bien sûr, de l'agenda politique. Ce que nous pouvons retirer de ces travaux et des auditions menées sur plusieurs mois est le constat d'une France en pleine mutation économique, sociale, culturelle, qui cherche à entrer de plein pied dans la modernité et dans la mondialisation, tout en conservant ses traditions et ses acquis. L'organisation administrative de notre pays est le résultat de plusieurs siècles d'histoire. Aujourd'hui et dans les années qui viennent, nous devons en écrire une autre page pour adapter notre système à une société davantage connectée et plus mobile, dont les besoins ont considérablement évolué. Il s'agit ni plus ni moins de garantir à nos concitoyens les moyens d'accessibilité des services publics et au public au XXIe siècle. Je vous remercie de votre attention.
Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à Jean-Claude Perronnet, au nom de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, dont il est vice-président. Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, je me félicite de la tenue de ce débat consacré aux conclusions de la mission commune d'information sur l'avenir de la décentralisation, de la République décentralisée, à laquelle j'ai participé autant qu'il m'a été possible. Je remercie le Président et le rapporteur, le Président Raffarin et le rapporteur Cartinger, de l'excellent document qui fixe les perspectives à long terme et dont je partage l'essentiel des conclusions. J'interviens donc au nom de la délégation aux collectivités territoriales, dont la présidente Jacqueline Gourault, dont on connaît la remarquable compétence, est provisoirement empêchée. C'est sous sa bienveillante présidence, bienveillante mais efficace, que la Commission a bien travaillé. Elle a produit quelques 25 rapports, cette délégation, souvent innovants depuis sa création. Je constate que les conclusions de la mission Cratinger-Raffarin, ou Raffarin-Cratinger, prolonge sur beaucoup de points celle du rapport Cratinger-Gourault. Ce n'est pas trop étonnant vu la communauté des rédacteurs, il vaut mieux se répéter que se contredire, mon cher Cratinger, de 2009, donc qui était intitulé « Faire confiance à l'intelligence territoriale ». Mais ce n'est pas le seul. Et au fil des 25 rapports, on peut facilement repérer certaines lignes de force qui ont fait un large consensus entre nous. D'abord, celle qui concerne les collectivités territoriales entre elles. Depuis que le transfert de compétences est à peu près achevé, c'est la question de la clarification de ces compétences qui prévaut. Beaucoup reste à faire dans ce domaine, même si je ne suis pas un adversaire farouche des financements croisés, au demeurant reconnus de fait par le rétablissement de la clause générale de compétences. Bien d'autres propositions ont été faites par les différents rapporteurs de la délégation que je ne pourrai citer tous ici. Parmi les plus pertinentes, l'adoption d'un dispositif de compétences obligatoire, pas exclusive, partageable par accord entre les collectivités territoriales. Le rappel du respect du principe fondamental de non-tutelle, qu'il faut toujours rappeler, d'une collectivité sur une autre, et la mise en œuvre dynamique de la notion de chef de file. La mise en place d'une procédure de constat de carence, la réactualisation de cette idée, en cas d'inertie de la collectivité habilitée à exercer une compétence à titre obligatoire. La gestion coordonnée des compétences partagées ou concurrentes au sein de conférences territoriales, vous avez largement développé cet aspect. L'octroi aux conférences territoriales de la mission d'élaborer des schémas de mise en œuvre des compétences sous la présidence de la collectivité chef de file concernée. Votre rapport propose d'ailleurs d'étendre cette innovation aux intercommunalités, rappelant qu'une conférence des exécutifs chargée d'exécuter la coordination locale et de favoriser le dialogue entre les représentants de l'État et les élus locaux faciliterait la nécessaire coordination au niveau départemental des intercommunalités. Ces pistes n'ont pour le moment pas toutes été retenues. La décentralisation avance pas à pas, en se cherchant et en expérimentant, et c'est ainsi qu'elle se consolide. Aussi, la délégation propose-t-elle le choix du pragmatisme plutôt que celui du prophétisme. C'est notre position concernant les structures territoriales. La délégation n'a, je vous le rappelle, jamais cherché à redessiner la carte, défendant plutôt l'armature traditionnelle de la décentralisation, ainsi que la continuité et le respect des collectivités existantes, sauf à ce que le besoin d'innover se manifeste et suscite le consensus local. Le chemin de la rationalisation des découpages territoriaux doit passer essentiellement par l'intercommunalité. Elle doit, pour reprendre les termes du rapport de la mission, je cite, être généralisée pour optimiser l'action publique en étant maintenue dans une organisation collégiale et une logique de subsidiarité. Nous sommes largement d'accord avec cela. Face à la diversité qu'on pourrait dire provinciale, la délégation a régulièrement préconisé le pragmatisme et la souplesse. En d'autres termes, la délégation a très tôt préconisé de mettre des outils à la disposition des collectivités et de laisser à celles-ci le soin de se saisir de ceux qui correspondent à leurs besoins et à leurs ressentis. C'est également ce que recommande le chapitre 3 de la première partie du rapport de la mission. Je ne détaille pas, mais il ne faut pas aller trop loin et éviter ce que la
mission dit joliment éviter une France en dentelle. C'est en quelque sorte le principe d'égalité des usagers devant le service public qu'il nous faut appliquer au territoire. Être égaux, oui, mais prendre en compte nos spécificités locales et ajuster l'application territoriale de l'action publique en conséquence. La deuxième série de questions concerne les relations entre l'État et les collectivités territoriales. Je vais aller vite parce que vous avez largement développé cet aspect et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. L'État régulateur est à ce stade un programme, cependant, dont le contenu concret reste à déterminer pour l'essentiel. Ce contenu relationnel de la décentralisation est de plus en plus sensible et central, au point qu'il n'est pas déraisonnable d'estimer qu'il pourrait fournir, Madame le ministre, la substance d'un futur acte 4 de la décentralisation. Comptons sur vous dans les textes à venir pour faire évoluer cet aspect des choses. Qui fait quoi? Qui paie quoi? Telles sont les questions qu'il faut sans cesse poser à frais nouveaux. La délégation a, dans ses travaux récents, mis l'accent sur ces questions qui interrogent l'avenir de la décentralisation. Le rapport de la mission d'information les évoque aussi de façon pertinente. Il consacre un développement très intéressant à la reconnaissance aux collectivités territoriales d'une liberté d'adaptation des normes nationales. La question du pouvoir normatif des collectivités comme contrepoids à l'inflation des normes étatiques va en effet se poser de façon aiguë dans les prochaines années. Peut-être faut-il défricher préalablement ce terrain en mobilisant mieux que jusqu'à présent l'outil des expérimentations prévues à l'article 72 de la Constitution. Un dernier point, enfin, la question de l'organisation des relations entre l'État et les collectivités sur le plan national se pose de façon urgente. Le Sénat a récemment rejeté l'idée de créer un Haut Conseil des territoires. À cet égard, rappelons que la délégation avait, dans un rapport de février 2011, mis en évidence la nécessité de construire le cadre d'un dialogue efficace entre l'État stratège et les collectivités territoriales. Quelle traduction institutionnelle forte donner à cette mission? Telle est la question. D'autant que les assemblées parlementaires seront bientôt privées de l'intime connaissance des problématiques territoriales que leur assure la détention de fonctions exécutives locales par un grand nombre de leurs membres. À l'occasion des réunions de travail de la mission, nous avons abordé cette question, vous l'avez reprise, le rapporteur et le président, monsieur le rapporteur, monsieur le président, de la place des parlementaires dans la décentralisation. Le constat est partagé par nous tous. La question du non-cumul des mandats de parlementaires avec l'exercice d'un exécutif local nous oblige à repenser la place et le rôle des parlementaires. Le rapport de la mission conclut qu'il est indispensable, et monsieur le rapporteur Krattinger, vous y avez fait allusion, de doter le Parlement de moyens d'expertise qui lui seraient propres concernant les collectivités territoriales. Je crois cependant qu'il faut aller plus loin. Et c'est pourquoi j'ai proposé à la délégation de réfléchir au rôle local des parlementaires après le vote de la loi ou la mise en œuvre de la loi sur le non-cumul. Le rapport issu de cette réflexion a été voté à l'unanimité par la délégation et pourrait donner lieu à une proposition de loi. Permettez-moi d'insister sur ce point qui me semble important et qui me tient à cœur. Quelle est la situation actuelle? Les parlementaires qui disposent d'un mandat local électif, c'est-à-dire 80% des élus nationaux, sont à ce titre, soit par désignation de leur assemblée, soit de droit, en tant que président d'exécutif, membres d'un grand nombre de commissions, organismes compétents dans les domaines les plus variés, touchant tous à la vie quotidienne de leur circonscription et de leurs électeurs. Tous les domaines, l'éducation, la santé, la sécurité, l'action sociale, le transport, le logement, loisirs, urbanisme, droit des sols, enfin tout ce qu'on voudra, et j'en oublie beaucoup. C'est cette participation à la gouvernance locale, et non pas du tout le mandat national, qui seul établit le lien entre les élus nationaux et leur territoire d'élection, lequel n'est constitué que de façon très fugace par le mode de leur élection, même s'il est actuellement principalement majoritaire. J'ai voté le texte que vous avez présenté, Madame la Ministre. Pourtant, je suis sensible aux arguments qui avaient été ou qui sont encore avancés par un certain nombre d'opposants. Les nouvelles règles de non-cumul, qui englobent la totalité des exécutifs locaux, vont littéralement couper les parlementaires de toute la vie locale. Certes, en tant que simple conseiller municipal, départemental, régional, en tant que simple conseiller, ils pourront être délégués par leur assemblée à tout syndicat, conseil d'administration, organisme. Mais il est évident, en tant que président d'exécutif, vous le savez bien, que les exécutifs locaux
se réserveront toujours l'essentiel des représentations. C'est un mouvement naturel, mais il se justifiera parce que les parlementaires, n'exerçant plus de fonctions exécutives, auront perdu la technicité qu'ils pouvaient posséder auparavant. En conséquence, les parlementaires vont se retrouver comme hors-sol, rattachés pour la forme à un territoire, en l'absence de toute compétence à exercer, sinon la satisfaction de couper des rubans, de déposer des chrysanthèmes. Pour pallier ces inconvénients, je considère comme fâcheux, j'ai proposé de les rattacher à leur territoire d'élection en jouant d'un autre registre que celui du mandat local. Députés et sénateurs sont les représentants de la nation. À ce titre, ils élaborent la loi et contrôlent l'action du gouvernement et l'application des lois. Cette double mission d'élaboration et de contrôle à l'échelle nationale doit pouvoir être prolongée à l'échelon local. Les parlementaires devraient en effet pouvoir avoir pour tâche de veiller à l'application des lois dans leur circonscription d'élection aux côtés des représentants de l'État. Je propose ainsi de leur ouvrir de droit l'ensemble des commissions que je qualifierais ici de régaliennes, présidées par le préfet, voire par l'ARS ou le recteur, mais surtout par le préfet, lorsque ces commissions sont ouvertes à d'autres participants que les seuls fonctionnaires. Il ne s'agit pas d'entrer dans les commissions techniques. Une conférence départementale, une conférence régionale des parlementaires permettrait aux députés et sénateurs de se répartir dans ces commissions en fonction de leur centre d'intérêt et selon des règles établies par décret. Vous ne manquerez pas de noter que cette proposition permettrait de lier les parlementaires à leur territoire et de suivre de près, s'ils le souhaitent, toutes les questions problématiques d'une autre façon qu'ils le faisaient en tant que représentants du pouvoir local, les problématiques d'intérêt local qui intéressent les citoyens et les élus qu'ils représentent, en même temps que la façon dont les lois qu'ils ont votées sont appliquées sur le terrain. C'est donc l'occasion, Madame le ministre, de connaître dès à présent la position du gouvernement sur cette question, à vos remarques, pour que cette proposition de loi puisse dès maintenant être amendée éventuellement en fonction de vos remarques. Je vous remercie par avance de l'intérêt que vous voudrez bien lui porter. Merci, mes chers collègues. Avant de passer la parole à Madame la ministre, je vous propose une interruption de 2 minutes. La séance est suspendue. Je passe la parole à Madame Maryse Lebranchu, ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci de vos vœux exprimés en début de séance et acceptés tous les miens, pour vous-même, bien sûr vos proches, mais aussi pour messieurs et mesdames les sénateurs et vos collaborateurs. Je passerai quelques heures sans doute, je l'espère en tout cas, pendant l'année 2014 dans cette Assemblée, et c'est bien toujours avec beaucoup de plaisir, et en particulier pour saluer aujourd'hui l'état d'esprit qui a présidé au travail de cette mission. C'est vrai que, au-delà des débats partisans, vous avez tenu les uns les autres à le rappeler, il y a eu une véritable réflexion sur le fond dans une ligne d'histoire que Monsieur le Premier ministre Raffarin, avec Monsieur le rapporteur Crétinger et puis Monsieur Perronnet pour la délégation, ont rappelé, Monsieur le Premier ministre, insistant sur Mendès France et le général de Gaulle. Et c'est vrai qu'on oublie trop souvent que la première idée de la régionalisation, même si ce mot a été depuis abandonné et s'il revient dans notre vocabulaire petit à petit, a été conçue par le général de Gaulle. Comment réfléchir et chercher sur le fond après un premier texte dont on a vu aujourd'hui que le Sénat s'est saisi à bras-le-corps, puisque je peux le dire aujourd'hui à cette tribune, le Sénat a fondamentalement changé la physionomie en particulier de Paris Métropole, et son travail sérieux, affiné, a fait que d'un texte qui paraissait un peu complexe aux yeux de beaucoup, nous sommes sortis avec un texte, je crois, qui a répondu à beaucoup de questions. Mais vous avez tenu tout de suite à placer le débat sur, par exemple, le plan de relance et la recentralisation. Je partage cette approche d'autant plus que
Nous l'avions dit, y compris sur les pôles de compétitivité, c'est à un moment l'État, devant les grandes difficultés d'une crise économique qui venait et qu'on sentait venir, mais aussi devant la masse des innovations technologiques, mais aussi ce que disait Yves Fratinger à propos de la mondialisation, c'est-à-dire de cette concurrence sur qui peut déterminer les leviers d'innovation. Alors l'idée de l'État a été à ce moment de choisir un certain nombre de pôles de compétitivité et de demander aux collectivités territoriales de répondre sur le champ déterminé au niveau central. Et je pense que cette recentralisation, plus de fait que de droit, a été un moment important de notre histoire commune, puisque nous avions effectivement besoin, à ce moment-là, de réécrire une page de l'histoire industrielle qui, aujourd'hui, pourrait être écrite en très grande partie, et vous l'avez dit sans l'aborder directement, mais par les régions de France. Donc réfléchir à 2020-2025, moi j'en suis ravie, parce que c'est effectivement comme ça qu'il faut travailler, tout en gardant à l'esprit, et tous les trois l'avaient rappelé, après vous, M. Raffarin, M. Cratinger, puis M. Perronnet, le fait que la communauté, le maire, est le représentant de la République sur le territoire. Et je pense avoir exprimé peut-être mal lors de nos débats le fait que si nous avons avant tout gardé la commune, c'est parce que c'est l'échelon de la représentation de la République. Et on oublie très souvent, par exemple, on avait eu ce débat à propos des réquisitions et des logements, que seul le maire peut exercer un droit d'atteinte à la propriété privée parce qu'il est magistrat et que les autres présidents d'agglo qui ne sont pas maires ne le sont pas. Donc c'est vrai que nous avons toute une histoire autour du maire et de la commune qu'il faudrait peut-être prendre soin, après votre mission, de réécrire et de redire aujourd'hui, y compris aux enfants de France qui ne le savent plus, pourquoi le maire représente la République sur le territoire. Vous avez beaucoup insisté ensuite, disant bien sûr que l'intercommunalité était le champ collégial ou coopératif de maintien des communes. Moi, je partage cette vision des choses, même si je me pose des questions, même si nous nous posons beaucoup de questions concernant la collégialité ou la coopération. Est-ce qu'à un moment donné, il faut envisager un scrutin direct? C'était une question qui a été rejetée à la quasi-unanimité sur les bancs du Sénat. Est-ce que les compétences peuvent être toujours exercées en termes de coopération? C'est quand même une question qui reste posée, même si, à l'heure où je vous parle, en tout cas, les remarques, pardonnez-moi, me l'ont dit, ce n'est pas la position majoritaire au Sénat. Vous avez beaucoup parlé besoin de solidarité, et je crois qu'effectivement, et ça partage toutes les familles politiques, vous avez eu raison de le dire, nos départements ont un rôle essentiel en termes de proximité, en termes de solidarité. Et il m'importe, avant la lecture de la deuxième, troisième partie rassemblée, ce que je peux espérer du texte de loi, il m'importe de réfléchir au contenu d'une compétence qui serait la compétence de solidarité territoriale. Quand vous avez entendu l'état d'esprit évolue, le vôtre s'inscrit dans l'histoire et rejoint, et c'est sans doute pas fait du hasard, mais fait de travail et d'analyse. Le président de la République et le Premier ministre se posent aussi la question du rôle des régions, des doublons, des partages de compétences, etc. Je pense que quand on se pose ce type de questions, une des solutions que j'aimerais pouvoir travailler au-delà de ce que vous avez pu apporter grâce à la mission que vous avez conduite et dont M. Cratinger est rapporteur, c'est quel peut être le contenu d'une compétence solidarité territoriale donnée au département. On a parlé, vous avez parlé dans la mission, la délégation l'avait fait également, de schémas de services publics. Je crois que l'État peut, avec les départements, effectivement, tel que vous le dites, procéder à des schémas de services publics, d'accès en particulier aux services publics, d'entrée, de portail, mais si nous pouvions définir ensemble ce qu'est la compétence solidarité territoriale, alors peut-être pourrions-nous rester dans cet état d'esprit d'évolution de la clause de compétence générale qui pourrait s'effacer derrière une clause de solidarité territoriale pour les départements et par exemple de stratégie économique pour les régions. Moi, je verse cet élément supplémentaire au débat puisque vous l'avez ouvert avec plaisir, je rentre
dans l'enceinte du débat et vous propose d'y réfléchir ensemble. Et le mieux peut-être est qu'autour d'une réunion avec ceux qui ont travaillé dans cette mission et ceux qui le veulent, nous pourrions avoir un débat, si le président du Sénat nous y autorise, sur ces sujets avant même de s'enfermer chacun qui ici, avec la multiplication des intelligences, qui, moi, dans un ministère plus fermé, n'avancerions à une vitesse qui ne nous permettrait pas de trouver ensemble la bonne solution. Mais à ce point de mon propos, je veux vous dire que sur la discussion de cette loi, et c'est un engagement que le président de la République avait pris devant le président du Sénat, il y aura une large place au travail parlementaire. Il faut que vous vous saisissiez effectivement, je ne veux pas donner leçon, mais je tire conséquence de vos propos, le résultat de cette mission pour que le Sénat propose, à partir d'un texte existant ou d'un texte à refonder, rien n'est aujourd'hui coulé dans le marbre, des évolutions d'ordre d'amendements parlementaires, par exemple, qui pourraient enrichir un texte dans la voie que vous venez de tracer. Et le président du Sénat l'a souvent rappelé, c'est effectivement là que le Sénat a une place majeure concernant les collectivités territoriales. Vous avez parlé de doublons, de difficultés de lecture par les citoyens, mais aussi de difficultés de lecture par les acteurs économiques. Je me souviens ici du débat, par exemple, sur le tourisme que vous avez cité. Est-il encore d'actualité au XXIe siècle de garder à la fois CDT, CRT, Atout France, service économique d'une région, service économique du département, puis tourisme aussi au niveau national? Or, c'est une des grandes opportunités économiques de la France. Mais nous savons tous ici qu'avec 80 millions de visiteurs, on fait 50 millions de valeur ajoutée. Avec 50 millions de visiteurs, l'Espagne fait 80 millions de valeur ajoutée. Il y a un vrai souci d'accueil d'une masse très importante de touristes qui crée moins de valeur ajoutée en France qu'ailleurs, alors même que nous avons dans ce pays des atouts extraordinaires pour être sans doute la première puissance touristique du monde. Voilà une question que vous venez de poser qui méritera effectivement de cheminer dans nos débats. Proximité et puissance, j'ai bien aimé le lien entre les deux. Puissance au niveau des régions, vous avez insisté les uns les autres sur la taille des régions. J'avais été surprise, je vous le dis, puisque j'ai décidé de quitter mon discours pour répondre à vos propos, je pense que l'état d'esprit était plutôt celui-là, lorsque nous avons proposé qu'il n'y ait pas automatiquement et par le droit de consultation des populations lorsque deux régions veulent fusionner, ça a été refusé. Y compris et surtout d'ailleurs par des sénateurs. Donc, c'est vrai que est-ce un mouvement volontaire que vous appelez ou un mouvement imposé? C'est quelque chose qui n'est pas simple à faire. Redécouper les régions de France n'est pas travail aisé. On a bien vu ce que donne le simple découpage des cantons. Mais je mets de côté ce sujet délicat. Voilà une proposition qui est, est-ce qu'on ne peut pas, dans la loi, écrire mieux la possibilité pour les régions d'agrandir leur périmètre ou de fusionner, par exemple. On a tous en tête une région que je ne nommerai pas, mais qui a deux appellations différentes avec haut et bas. Est-ce que tout cela tient encore la route? C'est une question que vous posez. Moi, je propose qu'effectivement, vous ayez ici peut-être proposition à faire pour agrandir. En revanche, et je vais vite parce que mon temps est déjà passé, Monsieur le Président, en revanche, je ne suis pas certaine, et je veux le partager avec vous, que les grandes régions soient forcément toujours les plus efficaces. Parce que grande région veut dire, on a dit, stratégie, recherche industrielle, enseignement supérieur, carte des hôpitaux, etc. Oui. Mais faut-il encore avoir en tête que même si les déplacements sont aisés, pouvoir dénicher dans tel centre de recherche qu'un transfert de technologie ne se fait pas et pourrait se faire, mérite aussi des proximités différentes, d'une autre nature. Donc, je me souviens avoir lu, et Davzy d'ailleurs, Monsieur Davzy faisait aussi référence, y compris lors de son audition, je crois, que certaines régions extrêmement dynamiques en Allemagne sont petites. Donc, ce n'est pas forcément la taille, mais je retiens ce qu'a dit Yves Crattinger, c'est leur puissance. Il y a la possibilité de faire, d'avoir les ressources suffisantes pour faire. Donc j'entends ce débat, moi je ne le clôt pas, je n'ai aucun mandat pour le faire,
mais je vous remercie en tout cas de l'avoir posé en l'état. Vous avez beaucoup insisté sur la diversité et l'unité de la République. Ce qui a été dit sur l'unité de la République est partagé par le gouvernement à 100% et par moi-même en particulier. Quand vous dites adaptation de la loi, moi je partage. Je pense que c'est cette diversité-là que le Premier ministre lui-même d'ailleurs a rappelé avant les congés dits de Noël, en disant est-ce qu'on doit faire partout l'application du droit de la même façon? Non. Il y a des zones de densification urbaine qui n'appliqueront pas les lois d'urbanisme de la même façon que des zones où il faut protéger le foncier agricole. Donc il peut y avoir adaptation, il peut y avoir pouvoir normatif, pouvoir réglementaire ou pouvoir d'adaptation, les trois ne sont pas de même nature, à chaque loi de le dire, mais à nous aussi d'ouvrir cette porte. Juste un élément qui est important. Une de nos collectivités qui a un statut particulier, et la Corse, pour la nommer, a ce pouvoir. Sur 40 demandes d'adaptation, il n'y en a pas eu une à laquelle l'État ait répondu favorablement. Et je mettrai à votre disposition une étude que nous faisons actuellement à la demande de l'Assemblée de Corse sur le pourquoi de ce refus d'adaptabilité, c'est-à-dire de la norme. Donc vous aurez cette étude qui vous permettra, je n'en doute pas, d'avancer davantage. Mais j'accélère, vous avez parlé du changement des modes de vie, de l'adaptation, et j'ai apprécié que les conférences territoriales de l'action publique puissent être le lieu de l'organisation du guichet unique. C'est comme ça que nous les avions conçus. J'ai eu beaucoup de mal à faire passer cette idée, sans doute l'avais-je mal exprimée. J'ai trouvé dans le rapport de la mission une excellente définition de ce qu'on pouvait faire en porte d'entrée unique, parce que le guichet unique n'existera physiquement jamais. Le portail unique, lui, on peut l'espérer. Mais je pense qu'effectivement, c'est ça qu'il faut que nous travaillions ensemble. Je retiens aussi cette phrase terrible du sous-prolétariat territorial. Je pense qu'effectivement, et je l'avais dit pendant les débats, chaque enfant de France n'a pas l'égalité des possibles, en fonction de l'endroit où il naît, parce qu'il peut naître loin de tout. Or, comme les services publics sont le patrimoine de ceux qui n'ont rien, souvent l'éloignement des services publics crée de fortes inégalités. Donc, outre ce que vous avez dit et que j'ai repris avec enthousiasme sur les schémas départementaux de services publics, je pense que nous avons une grande réflexion à mener pour que chaque enfant de France ait le droit à l'égalité des possibles, ce qui n'est pas le cas. Et sans doute qu'au titre de l'égalité territoriale, mais au titre de la proximité, de cette compétence des solidarités territoriales dont je parlais à l'instant, pouvons-nous avancer lors d'une prochaine discussion. Je crois que l'État est engagé dans la voie de la décentralisation. Vous avez raison de dire qu'il faudra l'accompagner d'une vraie déconcentration, très différente, et c'est Yves Crattinger qui a insisté, après vous, Monsieur le Premier ministre, très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. C'est vrai qu'on a gardé les services en l'état, les services de l'État en l'état, sans prendre suffisamment en compte la décentralisation. Je pense qu'il y a une vieille phrase qui avait traîné il y a des années entre l'État prédateur et l'État partenaire, l'État normatif et l'État aidant. Et je pense que l'État aidant, l'État protecteur est absolument nécessaire, mais que sans doute il faudra réfléchir mieux à la présence des services de l'État. Je les salue d'ailleurs à ce moment parce que, vivant des inondations en Bretagne, j'ai vu à quel point sans eux, sans ces services de l'État et sans ces services des collectivités territoriales qui ont été extrêmement présents et sans doute encore plus présents que ceux de l'État, nous n'aurions pas pu répondre. Il y a un vrai sujet de l'égalité des territoires, comme il y a un vrai sujet d'adaptation aux grands défis économiques. Vous avez parlé des dorsales du numérique, de l'intermodal, etc. Je pense que sur ces sujets, on peut parfaitement entendre ce que vous avez dit en y ajoutant qu'il est nécessaire et urgent de réformer les finances locales. Moi, j'ai proposé et demandé au Premier ministre de pouvoir, entre guillemets, démonter la dotation globale de fonctionnement pour voir comment on peut la réécrire avec un critère d'égalité territoriale et de solidarité. Et je terminerai en disant que si on peut faire différemment pour la dotation globale de fonctionnement, Claude Dilla, il n'y a pas très longtemps, lui-même appelait de ses voeux cette évolution, je le vois, c'est pourquoi je le cite. Je pense qu'à côté de ça, effectivement, il faudra quand même garder de la solidarité. Je rappelle toujours que les bases de taxes professionnelles étaient de 17% en Île-de-France. Après la CVAE, les bases de CVAE sont montées à 33% sur le même territoire. Il y a donc souci de péréquation, souci de solidarité. Je crois que
la région Île-de-France, la région métropole Île-de-France, la métropole Île-de-France et la région seront appelées en solidarité. Monsieur Crétinger, vous avez raison. Mais ce sera par la péréquation. Je ne trouve pas, à l'heure où je vous parle, d'autres sujets, même si l'agence de finances locales, telle que vous l'avez présentée, peut être une réponse que je n'ai pas suffisamment étudiée pour aller jusqu'au bout. Je termine parce que je vois Philippe Dallier. Nous avons acté, lors de la discussion à l'Assemblée nationale, que sur la métropole du Grand Paris, pour répondre à votre question, l'État prend en charge une étude des conséquences, de toutes les conséquences de suppression des départements et de tous les scénarios possibles. C'est-à-dire que nous ne voulons pas arriver avec une suppression des départements comme ça et puis regarder après ce qu'il y aura comme conséquence. Nous mettrons à disposition des parlementaires et des élus, des parlementaires et des élus de l'Île-de-France, une étude sur les conséquences. On s'est engagé qu'elle fasse en moins de, je ne sais plus combien, 1 an je crois, ou 18 mois, permettez-moi de l'avoir oublié. Et c'est avec ce document que les parlementaires que vous êtes, ou bien les élus de l'Île-de-France, pourront se saisir de cette question de la disparition sur un lieu des départements. Et je conclus, Monsieur le Président, parce que là j'ai vraiment exagéré, pour remercier le Sénat de cette initiative qui va nous permettre d'aborder la seconde partie du projet de loi et peut-être de le réécrire en grande partie, en vous remerciant de l'excellente qualité des débats qui ont dû présider à l'excellente qualité d'un rapport de mission. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre, mais le débat continue. La parole est à présent aux orateurs des groupes et en premier lieu à Madame Hélène Lipietz pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, permettez-moi d'abord de vous présenter mes meilleurs vœux pleins d'écoute et d'inventivité. Pendant 6 mois, nous nous sommes penchés, enfin ceux qui n'étaient pas retenus en hémicycle, sur l'organisation de la République décentralisée à moyen terme, c'est-à-dire pour 2020-2025. Si cet essai de prospective était une excellente idée, reste que notre réflexion a été de courte vue, car le temps politique, le temps législatif s'écoule plus lentement que le temps civil. Ainsi, le moyen terme, 6 ou 7 ans, est en réalité le court terme législatif, car notre dernière loi sur l'organisation territoriale de la France porte déjà sur cette période. En effet, la loi sur l'affirmation des métropoles envisage de revoir le mode d'élection des conseillers métropolitains et notamment d'élection au suffrage direct de son président pour 2020. Ainsi donc, borner notre réflexion à 2020-2025 est en réalité s'interroger sur l'évolution des lois que nous sommes en train de voter et donc fait en quelque sorte double emploi avec l'acte 3 de la décentralisation. C'est pourquoi ce rapport, malgré toutes ses qualités, pèche par un manque d'ambition. Nous savons ce que nous avons, nous savons ce que nous sommes en train de voter, mais nous ne savons pas nous en extraire pour imaginer l'organisation de la France de demain. Tout au plus sommes-nous restés à la France de ce soir, au mieux de cette nuit. Ainsi, attachés à notre travail quotidien, nous n'avons peut-être pas été capables de nous détacher de nos modes de pensée actuels, si liés au passé. Je n'en veux que pour preuve la querelle des fondamentaux, la querelle des départements. La suppression des départements que les écologistes portent dans leur programme depuis l'origine des Verts découlerait d'une analyse, et je cite le rapport, dogmatique et infondée. Alors que, je cite, leur enracinement historique leur conférerait leur légitimité. À dogmatisme, dogmatique et demi. Depuis quand l'ancienneté est-il un gage de légitimité, sauf à dire que le neuf est toujours moins bon que l'ancien, que l'inventivité doit céder le pas au conservatisme, bref, que l'imagination n'a pas sa place dans une analyse prospective. Pourtant, dans cet hémicycle,
Après avoir reproché aux écologistes de n'avoir aucune vision territoriale, vision que je vous invite à lire en première page de mon site internet, certains ont finalement trouvé bon de prôner publiquement la disparition des départements lorsque la métropole les dépouillait de leur utilité. Ainsi, la loi adoptée en laissant subsister les départements de petite couronne n'aurait pas été assez loin. Nous devons évoluer et n'avoir aucun tabou dans une analyse prospective. Nous devons oser toucher à l'organisation centralisée napoléonienne où les départements étaient un simple rouage de l'administration centralisée de la France. La France ne peut-elle pas aller de l'avant et se réinventer à travers elle-même, parfois en supprimant ou en modifiant des institutions devenues superfétatoires ? Faut-il que nous restions arc-boutés sur une institution parce que 78 d'entre nous sont conseillers départementaux, dont 35 sont même présidents de leur conseil départemental? La France a besoin d'une organisation cohérente, efficace, à la hauteur des enjeux de notre siècle. Aurons-nous le courage de faire confiance à l'intelligence des territoires en les rendant responsables? Serons-nous donner aux régions le rôle de pilotage et de planification stratégique dont nous avons grand besoin dans le concert européen et mondial, surtout face aux métropoles qui, elles, sont déjà conçues dès leur création pour avoir un rôle international? Est-ce qu'il est possible de sortir d'une vision jacobine de l'État qui voit tout, sait tout et prévoit tout? Est-il, je ne sais pas, j'attendais la réponse, est-il possible de permettre une adaptation encadrée des normes au niveau local afin de laisser une marge de liberté aux collectivités tout en respectant la nécessaire solidarité et cohésion territoriale? Cette marge de manœuvre, pourtant affirmée par la Constitution, nous permettrait de mettre en œuvre un fédéralisme différencié. Saurons-nous garder le sens révolutionnaire du mot décentralisation? Il semble qu'il nous échappe à l'heure où nous opérons une forme de recentralisation à travers la création des métropoles au détriment des intercommunalités que nous avons pourtant eu bien du mal ou tant de mal à faire émerger. Il faut aussi avoir le courage de nos propres inquiétudes face au désamour des citoyens pour notre rôle. Il nous faut oublier nos intérêts personnels et retrouver l'intelligence des territoires tant loués, mais surtout, il faut réconcilier les citoyens avec le jeu politique. Ils doivent occuper une place centrale dans les mécanismes de prise de décision locale. Nos concitoyens le réclament, il en va de la survie de toutes nos institutions. Combien de temps encore nos électeurs vont-ils tolérer de n'être que des pions appelés à voter tous les 2 ou 3 ans, ou pire encore lorsqu'ils sont exclus pour 7 ans de l'élection des présidents des métropoles? Ce n'est pas de la médiation démocratique dont ils ont besoin, comme semble penser notre rapporteur, c'est d'un renouveau démocratique, d'une refondation de notre démocratie à laquelle nous devons nous astreindre, repenser notre rôle à nous, élus de la République, non pas à notre rôle de demain, c'est hélas déjà trop tard, mais d'après-demain. Il faut redonner du sens à la citoyenneté qui va au-delà de l'élection. Nous avons déjà 600 000 élus en France, dont 90% de bénévoles comme conseillers municipaux dans les petites communes. Nous avons 16 millions de bénévoles dans les associations. Sommes-nous assez obtus pour penser que tous ces citoyens sont incapables de s'occuper de la Rex Publica ? Ils s'en occupent déjà et c'est à nous de leur donner les moyens d'en faire plus pour leur territoire. Nous pourrions, en ancrant dans la loi les outils qui sont déjà à l'œuvre, Agenda 21, budget participatif, référendums locaux, concertation, pétition, nous pourrions réconcilier les citoyens avec la sphère politique. Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Merci à vous d'avoir suivi cette séance. Tout de suite, preuve par 3, l'émission politique de la rédaction de Public Sénat qui fait sa rentrée avec comme invité le président du groupe écologiste au Sénat, Jean-Vincent Placé. Et on se retrouve à 19 h pour 24h Sénat, le journal. À tout à l'heure.